Salut à tous et bienvenue dans Bulle d'Art, le podcast qui vous parle d'art contemporain dans le creux de l'oreille. Voilà, d'abord le village où il est né. C'est un peu le berceau, sa mère. Intéressant. Bon, et puis après il a fait une série beaucoup plus... Son premier amour. Et évidemment son autoportrait. Triche pas, quoi. Alors vous avez sûrement remarqué que la semaine dernière il n'y a pas eu d'épisode de Bulle d'Art et pour cause, je n'étais pas chez moi, j'étais en déplacement et à vrai dire je le suis toujours. Je suis actuellement en vacances à New York et donc j'ai décidé de vous parler de mes vacances à New York, sujet qui j'en suis sûr va vous passionner. J'ai donc décidé de faire un vlog, c'est comme un vlog mais en podcast, dans lequel je vais vous parler, puisqu'on va quand même rester dans le sujet de l'art contemporain, des endroits absolument incontournables d'une part et des belles découvertes que j'ai faites dans le milieu de l'art contemporain à New York. On va faire ça de façon chronologique avec donc ce premier épisode consacré au MoMA, au PS1 et au Guggenheim. Alors avant toute autre chose, petite mise en garde, il se trouve que de façon générale, je n'ai pas de bol dans les musées à l'étranger. Et la règle a été confirmée pour ce voyage à New York, c'est-à-dire que j'arrive toujours dans les musées entre deux expos importantes, en plein montage, en plein démontage, et donc je ne vois que une partie, voire une toute petite fraction des musées dont je rêve depuis des années, et c'est évidemment ce qui s'est produit pendant ce voyage à New York, sans une petite déception, sans une petite déception, je dois vous avouer. J'ai commencé ma visite par le PS1. Le PS1 qui est donc non pas une console de jeu, mais une annexe du MoMA qui se trouve dans le Queens, donc qui est un petit peu l'ancien quartier chaud de New York, dans une ancienne école publique, d'où PS pour Public School, qui est en quelque sorte le palais de Tokyo de New York, c'est-à-dire que c'est l'endroit institutionnel le plus dédié à la création, à l'avant-garde, vraiment à l'art contemporain au sens de l'art d'aujourd'hui. Cet espace donc qui est un petit peu resté dans son jus, c'est pour ça que je le comparais au Palais de Tokyo qui lui aussi est resté non pas en friche mais dans un brut de décoffrage plus ou moins soigné. On y retrouve donc tous les codes des écoles primaires, élémentaires et ensuite des ateliers d'artistes de l'époque, c'est-à-dire des planchers en bois un petit peu craquants, des murs blancs, des cages d'escalier un petit peu métalliques. Tout ça contribue à l'ambiance du lieu qui est vraiment très agréable à visiter. Il se trouve que du fait de ma chance monumentale, je n'ai pas pu voir la moindre expo à l'intérieur. Toutefois, il y a une quinzaine d'installations tout au long, d'installations permanentes tout au long du parcours dans le PS1, ce qui fait qu'on peut tout de même visiter les lieux. Je retiendrai tout particulièrement, mais ça c'est parce que si vous suivez Bulle d'Art depuis le début, vous savez que c'est une artiste que j'aime beaucoup, une toute petite installation vidéo de l'artiste Pipilotti Rist, dont le nom est en allemand, donc je ne pourrais pas vous dire exactement ce qu'il signifie, mais donc c'est un tout petit trou de quelques centimètres dans le plancher à travers lequel on voit un écran vidéo dans lequel Pipilotti est elle-même nue dans une sorte de bain de lave et nous appelle au secours. Et c'est une sorte en fait de purgatoire, c'est-à-dire que la vidéo est en boucle et que elle nous appelle à l'aide sans que personne ne puisse jamais venir la sauver. Ça tranche assez avec ce que je vous disais de Pipilotti Rist, qui était très positif, très feel good. Mais voilà, c'est une installation qui est, je trouve, très intéressante. Il y a beaucoup de fresques murales dans les couloirs du PS1 qui ont donc été réalisées pour l'occasion. Il y a également une très belle salle avec une fenêtre sur le ciel qui donne à la salle une luminosité absolument impressionnante, à tel point qu'on se demande si c'est vraiment une fenêtre sur le ciel ou bien s'il s'agit d'un plafonnier, d'une lampe extrêmement lumineuse.
Voilà pour un tour rapide du MoMA PS1. J'ai donc continué ma visite avec le MoMA, le vrai, le Museum of Modern Art de New York. Et là, devinez quoi à nouveau, l'exposition principale, qui serait une exposition de Bruce Nauman, n'ouvre qu'à la fin du mois. Donc je me suis retrouvé à visiter quelques extraits de la collection permanente. Et là, il faut dire que la collection permanente du MoMA, et pour ceux qui ont eu l'occasion de voir l'exposition du MoMA à la Fondation Vuitton il y a quelques semaines de ça à Paris, ça donnait déjà une bonne idée de ce qu'est la collection du MoMA. C'est un peu comme si vous preniez un best-of de l'ensemble de l'histoire de l'art moderne, et en partie contemporain, c'est-à-dire que tout ce que vous avez vu dans vos livres d'histoire de l'art, même dans vos livres d'art plastique au collège, tout est là. La nuit étoilée de Van Gogh y est, les tableaux du douanier Rousseau y sont, les demoiselles d'Avignon de Picasso y sont, les plus beaux tableaux de Pollock, donc qui faisait du dripping avec ses petites gouttes, ses petits éclats de peinture sur les toiles, y sont également, les tableaux de Rothko avec ses grands aplats de couleurs, ils y sont. Voilà, on peut, en se baladant dans le MoMA, voir d'où qu'on se tourne, d'où qu'on se trouve tombé sur un chef-d'œuvre de l'histoire de l'art moderne. C'est absolument impressionnant. Le MoMA est vraiment un endroit qu'il faut visiter pour sa collection, non pas pour l'architecture du bâtiment qui est assez basique. C'est ce que j'ai vu de plus basique dans le style White Cube depuis bien longtemps, mais vraiment la collection du MoMA est un incontournable. Si vous avez l'occasion d'aller à New York, c'est impressionnant. Dès qu'on rentre dans une salle, on fait « Oh, mais j'ai déjà vu ce tableau quelque part » et on se dit qu'en fait, on l'a vu dans un livre d'histoire de l'art ou sur une page Wikipédia. Voilà, le tableau est au MoMA. Dernier exemple, et là, je vais vous dire exactement le contraire, le musée Guggenheim, que j'ai également eu l'occasion de visiter. Donc, le premier Guggenheim, le Salomon R. Guggenheim Foundation, qui se trouve donc à New York et qui a été suivi par d'autres musées Guggenheim, notamment celui très connu de Bilbao. Et là encore, le musée était fermé pour l'installation d'une exposition qui va ouvrir au début du mois d'octobre et qui sera consacrée à Klimt. Donc la rotonde qui est la partie principale de l'architecture du Guggenheim était fermée à la circulation, mais on pouvait tout de même la voir et c'est absolument impressionnant, c'est saisissant de se retrouver dans cet endroit, non seulement parce qu'il est extrêmement connu de tous les amateurs d'art, de tous ceux qui se sont intéressés au grand musée du monde un jour, ce bâtiment circulaire en forme de spirale est célébrissime. Il y a des expositions qui s'y sont déroulées qui sont mythiques. L'exposition de Buren dans les années 60 qui a été démontée parce qu'il y avait des protestations, qui a permis à Buren de reprendre sa revanche des décennies plus tard, là dans les années 2000, l'exposition de Catalan qui avait accroché toutes ses œuvres au plafond de la verrière de cette spirale. Tout ça fait partie de l'histoire de l'art et tout ça s'est fait dans cette grande spirale du musée Guggenheim qui vraiment apporte quelque chose quand on la voit en vrai. Il y a des endroits qu'on voit très bien en photo, il y en a d'autres qu'il faut expérimenter en vrai et la spirale du Guggenheim en fait partie. Pour le reste, je ne peux pas vous dire grand chose des expositions puisqu'il y avait un tout petit accrochage de la collection déjà bien fourni en Picasso, en Braque, en Kandinsky, donc c'est quand même pas si mal que ça, mais c'est vraiment tout petit, avec une salle aussi consacrée aux sculptures de Brancusi, et puis une microscopique exposition de 4 artistes chinois sur 2 salles, qui réfléchissent à l'avenir de nos sociétés avec les nouvelles technologies. C'est sympa. J'ai envie de dire que ça casse pas 3 pattes à un canard par rapport à ce qu'on peut attendre d'un musée comme le Guggenheim. J'imagine que l'expo qui va ouvrir en octobre sera, elle, beaucoup plus importante. Voilà, mais en tout cas, l'architecture du musée est vraiment ce qu'il faut aller voir si vous êtes à New York. Voilà, c'est tout pour la première partie de ce blog.
ça ressemble un petit peu à Plug. Il va falloir que je réfléchisse à une autre appellation. Dans la deuxième partie, on parlera du Whitney Museum of Art, du New Museum et de quelques expositions dans des galeries que j'ai pu voir également ces derniers jours. Spoiler, le Whitney et le New Museum étaient également en grande partie fermés. Et puis on se retrouvera dans un troisième épisode pour quelques expos en plus que j'ai faites à la fin de mon voyage et donc que je n'ai pas encore faites puisque comme je vous disais, j'enregistre de ma chambre d'hôtel. Voilà, j'espère que ce premier épisode du triptyque sur New York vous a plu. N'hésitez pas, malgré le décalage horaire, à laisser des commentaires, des tweets, des recommandations d'exposition. Il me reste 2 jours à New York, donc si vous avez des idées, si vous avez entendu parler d'expositions intéressantes, n'hésitez pas à me les faire suivre. Et puis on se retrouve donc très vite pour la deuxième partie de ce périple à New York. Salut et à très vite.